je n'ose pas vous dire qu'on va se remettre au travail, parce qu'en définitive, avec Eric et avec Christophe, il n'est pas question de travail, il est au contraire question d'ouverture d'esprit, d'aération, de choses comme ça. Donc, je pense, et de plaisir, voilà, bonne formulation. Donc, bon, j'ai pas besoin de les présenter, mais Christophe Barbier, je te donne... Tu prends place. Voilà. Et Eric. Voilà. Vous remarquerez que je les ai appelés dans l'ordre alphabétique. Je ne me suis pas mouillé en aucune façon. Bon, je pense que quelqu'un me faisait remarquer que dans le fond, la salle était un peu à l'image de ce qu'était le Palais des Papillières, c'est-à-dire avec à la fois du monde, à la fois quelques sièges vides, et je pense que bon, ça correspond à ce qu'on appelle, moi qui ai une culture plus de corrida que de théâtre, ça s'appelle une division d'opinion. Voilà, et donc je pense que c'est là-dessus qu'on va peut-être vous exprimer l'un et l'autre. Tu démarres ? Avec plaisir. Oui, je veux bien démarrer pour essayer de remettre un peu dans son contexte cette pièce et puis de la reparcourir, notamment pour ceux qui n'auront peut-être pas eu tout à fait la ténacité de rester jusqu'au bout hier de ces 4 volets. Mais bon, très bien, ils étaient quand même nombreux. Tiens, je commence, puisque vous avez vu que la fin de la pièce faisait évidemment une allusion à la guerre et qui en ce moment sévit en Ukraine. Je commence par une citation que j'ai retrouvée de Tchekhov lui-même dans une de ses correspondances. « Je suis ukrainien et j'ai déjà commencé à m'abandonner à la paresse. Il faut se mater. » Et en effet, Tchekhov était ukrainien au sens large de la conception géographique, tel que Pascal Horry nous l'a rappelé tout à l'heure, puisqu'il est né tout près de la mer d'Azov, fameuse mer qui a été l'enjeu des premières attaques et des premiers combats à Taganrog en 1860. Et ça prend sens par rapport à ce qu'on a entendu hier. Tchekhov est mort en Allemagne, où il était rendu, c'était une des nombreuses destinations où il s'était rendu pour soigner sa maladie de poumon. Il est mort en 1904. Dans sa grande pérégrination dans toutes les Russies et puis dans une partie de l'Europe, il a logé au sud de Moscou, il a traversé beaucoup les steppes russes, il a fait un voyage très très important en Sibérie et jusqu'à l'île de Sakhaline, disputée aujourd'hui avec le Japon, qui était à l'époque un bagne. Donc ça a été un grand arpenteur de la terre russe et des identités russes. Et dans ce parcours, il a acheté une maison pendant quelques années, où il s'est installé, maison qui était dans une ville qui s'appelait Soumy, qui est à côté de Kharkov, Kharkiv, comme disent les Ukrainiens aujourd'hui. Donc on est vraiment avec Tchekhov finalement dans un piéton de ce champ de bataille d'aujourd'hui. Même si le texte lui-même du Mois Noir, écrit alors qu'il était plutôt en villégiature au sud de Moscou, et la thématique même du Mois Noir nous ramène moins que cela à la dimension politique et géopolitique actuelle. Tchekhov, pour ce qu'on en sait, parce que tout n'a pas été traduit, tout n'a pas été recensé, tout n'a pas été achevé par Tchekhov, Tchekhov est considéré comme auteur de 640 nouvelles, dont le Mois Noir n'est qu'une des 640. Certaines beaucoup plus courtes parce qu'elles étaient destinées à des journaux, certaines plus longues qui lui demandaient plusieurs mois de travail, mais 640, c'est quand même extraordinairement important. Et notamment en 1885, il a à ce moment-là 25 ans, il est en pleine jeunesse, il écrit beaucoup pour les journaux et pour les revues, il n'a pas encore vraiment envisagé le théâtre. Dans l'année 1885, il écrit 122 nouvelles, c'est-à-dire une tous les 2 jours et demi, en quelque sorte, tous les 3 jours. Donc c'est une activité de plume absolument ahurissante. Et quand on regarde ce paysage des nouvelles, alors que pour nous, Tchekhov est essentiellement un auteur de théâtre aujourd'hui, et quand on dit Tchekhov à quelqu'un dans la rue, il pense aux grandes pièces de théâtre avant de penser aux nouvelles, on voit que le paysage des nouvelles de Tchekhov est très important pour la maturation de son univers et l'influence sur son théâtre. Le Mois Noir est écrit en 1894. Il va mourir donc dans 10 ans. C'est un Tchekhov qui est au plein de sa maturité, au plein de sa célébrité. C'est déjà une institution dans son pays. C'est un homme qui est fameux pour ses actions caritatives. Il dote en livres, il fait doter en livres de nombreuses bibliothèques. Il continue à soigner, souvent gratuitement, les paysans des endroits où il se tient. Donc Tchekhov est déjà quelqu'un de reconnu.
contesté pour son œuvre théâtrale, et ça on l'a retenu, mais beaucoup moins pour son œuvre de nouvelles. 1894, Le Moine Noir, c'est aussi l'époque où il est en train de préparer les 2 pièces qui vont être diffusées et créées les années suivantes, c'est Oncle Vania et La Mouette. Donc vous voyez, on est dans un moment où il est fécond en chef-d'œuvre. Les nouvelles de Tchekhov nous amènent à plusieurs fonctions de l'écrivain de Tchekhov. D'abord, une fonction géographique. C'est un explorateur. Tchekhov s'est voulu l'écrivain ou le décrivain, le décrypteur, le descripteur des contrées russes, et notamment des paysages russes. La nouvelle qui a le plus de succès dans cette période de sa vie, qui d'ailleurs l'épuise, puisqu'après il va perdre un peu de sa productivité. Il dira que ça l'a vraiment psychiquement et physiquement épuisé. Il met plusieurs mois à l'écrire. C'est une nouvelle très longue qui s'appelle La Steppe, et qui est une sorte de grande description du paysage de la steppe russe, dont il essaye de tirer évidemment des leçons sur l'identité russe. La deuxième fonction des nouvelles de Tchekhov, c'est une fonction anthropologique. Et là, on est presque tout proche du physiologiste, du médecin, qui ausculte ses patients pour en tirer des sujets de nouvelles, tout autant que des diagnostics. Et là, sa grande nouvelle, qui fait polémique à l'époque parce qu'elle est considérée comme dégradante pour une partie du peuple russe, c'est les moujiks. Et Tchekhov ne cache rien de la dégradation de l'état de santé des moujiks, des ravages aussi déjà de l'alcoolisme, de la consanguinité. Et il commence à dépeindre ce qu'on pourrait appeler une fin de race. Et bien entendu, ça va rejoindre dans son théâtre, ça va entrer en écho avec toute cette poésie crépusculaire que porte Tchekhov, annonçant non seulement la fin des structures de la Russie, aristocratie, empire, etc., mais aussi la fin d'une certaine forme de civilisation, qui fait de lui un prophète du XXe siècle et des effondrements du XXe siècle dans les idéologies et dans les guerres. Cet aspect anthropologique, il le portera aussi très haut dans son voyage à Sakhaline. Il part pour 6 mois, il va quasiment rester absent 1 an, aller en train, retour en bateau, c'est-à-dire en faisant le tour par l'Inde, par l'océan Indien et en revenant par la mer Noire. Et il va dans l'île de Sakhaline pour faire une véritable œuvre de sociologue, d'anthropologue. Il va se mettre en tête de recenser tous les habitants de l'île de Sakhaline. Il dit, il n'y a pas une datcha où je n'ai frappé à la porte pour rencontrer les habitants. À côté de ça, il visite aussi les bagnes pour dénoncer ce qu'est la Russie alors, pas du tout dans une dimension d'ailleurs politique, mais il explique que la société russe se finalise comme une société qui met à l'écart certains de ces individus, qui les enferme, et il commence à s'indigner de cela. Il mettra 2 ans à rédiger ce qu'il appelle non pas un livre, mais un rapport sur l'île de Sakhaline. Troisième fonction des nouvelles de Tchekhov, et là on va arriver directement dans Le Moine Noir, c'est la fonction de documentation pour ses pièces. Une partie de ces pièces trouve des racines dans les personnages qui sont dans ces nouvelles, et puis certaines de ces nouvelles, dont Le Moine Noir, donnent des adaptations au théâtre, celle que nous avons vue hier, et la 3e adaptation en une vingtaine ou une trentaine d'années. Denis Marlot a fait une adaptation du Moine Noir, chacun avec son univers. Donc il y a un matériau théâtral dans le Moine Noir. D'ailleurs, hier, malgré la différence des versions, malgré le changement de langue, une bonne partie des phrases prononcées par les personnages sont au mot près des phrases que vous trouvez dans le texte de la nouvelle, qui est un texte pourtant très très court. Mais beaucoup au mot près de ces phrases se sont retrouvées dans le texte prononcé hier. Donc comme vous l'avez vu, nous avons eu 4 versions de la même histoire, avec 4 points de vue différents. La première, la plus agressive, c'est celle où on est dans le point de vue du père. C'est le père qui est le père de Tania qui domine cette première version, ce premier volet. C'est la version germanophone, ce qui donne une âpreté acoustique supplémentaire à ce qu'on a entendu. C'est l'épisode où les serfs sont séparés, un peu comme des dortoirs en fait pour ces employés. Il n'y a pas de moine dans ce premier volet, et c'est normal, c'est le père, il n'a pas de vision, il n'y a pas de raison qu'il y ait de moine. Et au cœur de cette vision du père, il y a 2 choses. La colère, c'est un personnage colérique, c'est un personnage qui engueule tout le temps ses employés, sa fille, lui-même. Et puis les arbres fruitiers. Cette prospérité des arbres fruitiers qui devient mythologique, les pommes plus grosses que sa tête, et qui évidemment assure sa propre fortune, avec l'idée de « à qui vais-je transmettre les arbres fruitiers ?» Et donc on est déjà là dans ce que la Cerizay va apporter comme interrogation, la Cerizay étant la dernière pièce de Tchekhov, créée en janvier 1904, 6 mois avant sa mort. Mais c'est aussi, cette figure du père de Tania, un écho à la première pièce de Tchekhov, dont le titre original était « Sans père », S-A-N-S, « Sans père »,
Et là, vous voyez que Andreï, le personnage principal, a été élevé dès la première page de la nouvelle, on nous le dit. Son tuteur, c'était ce jardinier. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, il devait être orphelin, comment il s'était retrouvé à grandir dans ce verger. Sans père, c'est la première pièce de Tchekhov, qui va être créée plus tard, et avec beaucoup de difficultés, sous un autre titre sur lequel elle nous est parvenue, c'est Platonov. Donc on a déjà l'alpha et l'oméga du théâtre de Tchekhov dans cette nouvelle du Moine Noir. Deuxième volet, là on était dans le point de vue de Tania, avec un apport dramaturgique inédit et essentiel, puisqu'on avait 2 Tania sur le plateau. Tania âgée, nous faisant revivre ce que Tania jeune avait traversé avec ce mariage qui se transforme en cauchemar. À ce moment-là, c'est le personnage anglophone qui prend les traits de Andreï. Pourquoi anglophone à ce moment-là? Cette Tania qui cherche par son mariage à s'échapper de son univers paternel et rural fait penser un peu au rêve des 3 sœurs qui songent elles aussi par un mariage à s'échapper de leur province. On peut penser aussi, mais c'est plus éloigné, à la mouette aussi, cette idée que quelque part nous attend un destin où se mêlent la gloire, le bonheur et la ville, dont on revient bien sûr. Mais c'est peut-être pour ça que ce personnage était anglophone, c'est-à-dire assez éloigné, exotique, mais portant ce rêve que l'on a aussi dans la Cerisay, avec le retour de la famille. La vraie vie, en fait, elle est à Paris, elle est à Londres, elle est sur la Côte d'Azur, elle est en Italie, elle n'est pas en Russie. La Russie est forcément arriérée, la Russie est forcément condamnée. Donc on a cela aussi dans ce deuxième volet, dédoublé avec cette Tania âgée. Et c'est vrai que dans la nouvelle de Tchekhov, on ne sait pas ce que devient Tania. Le père meurt, Andreï meurt, mais Tania, elle, après cette lettre vengeresse, disparaît. On n'a pas son destin, on peut l'imaginer âgée. Troisième vision, hier, celle du point de vue d'Andreï. Alors là, les serres sont complètement sur le côté court, donc ça dégage tout le reste de l'espace qui est très important dans la nouvelle, c'est l'espace du verger, des champs de seigle, de la rivière, des étoiles, c'est-à-dire cet espace où il se promène la nuit et où il va voir le moine. Et comme on n'avait pas de moine dans les 2 premiers volets, Tania et son père ne pouvant pas avoir l'hallucination, là, bien sûr, on a le moine. Sauf qu'on passe de 0 à 17 moines, d'un seul coup, sur le plateau hier. Pourquoi 17 ? Parce que ce qui est décrit par Tchekhov dans son rêve d'abord, qu'il raconte à son frère, puis dans la nouvelle qu'il en tire, c'est la multitude des moines, la démultiplication des moines qui apparaissent à la fois dans le désert syrien et puis dans la campagne russe, et puis qui se multiplient dans les couches de l'atmosphère et qui prennent la forme assez souvent, y compris dans l'apparition dans le champ de seigle, d'une tornade. Donc c'est assez habile d'avoir transformé le moine en troupe de danseurs, quelque part entre le derviche et le pop orthodoxe, pour nous offrir cette image un peu des tornades permanentes. Ils n'arrêtent pas de bouger et de faire des figures sur scène. On a là, à ce moment-là, peut-être la vérité la plus proche de ce que le Moine Noir, la nouvelle, peut inspirer comme pièce. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que le personnage principal, à ce moment-là, est essentiellement russophone. On est en adéquation entre la vision du metteur en scène et la vision de Tchekhov. Et puis il y a la dernière vision, la 4e, la plus inattendue d'ailleurs. Moi-même, ça m'a surpris, je ne pensais pas qu'il y aurait un 4e volet. C'est vu par le moine, vu par les moines. Cette hallucination qui n'en est pas une, qui est réelle. J'existe puisque tu me vois. Et donc si j'existe, moi aussi, j'ai l'histoire à raconter. Je vais raconter cette histoire d'hallucination et de mariage avec mon point de vue. Avec pour moi là une différence qui me semble une faiblesse, en tout cas un peu une trahison. Mais la personnalité du metteur en scène supplante la personnalité de l'auteur. Dans le texte de Tchekhov, le moine est une figure éminemment positive. Elle n'est pas du tout accusatrice, elle n'est pas du tout dominatrice. Ce moine approche par le champ de seigle, s'assoit sur le banc à côté d'Andreï, parle avec lui avec beaucoup d'affection, comme une sorte de père de remplacement, le rassure. C'est bien d'avoir des hallucinations, c'est très bien. Et il s'agit d'être différent des autres, d'avoir du génie, on ne va pas rejoindre le troupeau. Et il le conforte dans cette idée d'une folie douce qui va lui donner l'inspiration, le génie d'écrire. Et donc, le compagnonnage du moine dans toute la nouvelle est extrêmement positif. Mais dès que les hommes s'en emparent et disent « mais non, tu as une hallucination, donc tu es fou, donc tu es malade, donc on va te soigner », alors là, ça tourne mal. L'homme concerné devient malheureux, il devient stérile, il ne produit plus, et étant malheureux, il produit du malheur autour de lui. Et la leçon de la nouvelle, c'est « soyons fous ». Laissez les gens être dans leur folie douce, ils ne font de mal à personne et même ils sont au-dessus de leur génie, au-dessus de leur capacité grâce à cette folie. Vouloir les ramener dans la rationalité, c'est non seulement les castrer artistiquement et intellectuellement, mais c'est les transformer en bombes négatives pour tout leur entourage. Et là, hier, du début à la fin,
la folie est vécue comme une douleur par celui qui est fou, une maladie par son entourage, elle est en permanence vue d'une manière négative. À aucun moment hier, nous n'avons vu un Andreï heureux, léger, enfantin, inspiré, alors qu'il l'est pendant toute la première partie de la nouvelle, avant son retour dans la ville. Malgré cette réserve, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette pièce ? Nabokov, qui est beaucoup écrit sur Tchekhov, a dit du moine noir, cette chose qui est formidable. Et je trouve que ça résume vraiment la pensée affectueuse qu'on doit avoir pour Andreï. Nabokov écrit « Nous retrouvons ce que nous voyons dans toutes les nouvelles de Tchekhov, un homme qui trébuche. Mais s'il trébuche, c'est qu'il regarde les étoiles. » Ça, c'est formidablement vrai pour toute la première partie de la nouvelle. Et ce poète philosophe qui crée parce qu'il est fou. C'est la manière dont il trébuche dans la raison, avec cette hallucination dont il n'est pas dupe, c'est aussi ce qui fait son génie. Et Nabokov ajoute « Cet homme est malheureux et il rend les autres malheureux. » Cette contagion du malheur qu'on voit profondément aussi dans l'essentiel du théâtre de Tchekhov. Hier, beaucoup de ces personnages, tous les Andreï que nous avons vus, les trois, crachaient du sang. Alors pour le premier, c'était plutôt du vin recraché. Pour l'autre, c'était vraiment cracher du sang. Pour le dernier, c'était la forme noire de cette peinture qui correspondait aux 4 points de peinture noire qui avaient été faits dans les serres avant qu'elles soient détruites et dont il s'était lui-même souillé donc dans cette deuxième apparition. Et dans la troisième apparition, il se peint en noir pour devenir l'un des moines noirs. Évidemment, ça ne marche pas et il est lavé à coups de jet d'eau comme on le faisait dans les asiles psychiatriques. Et donc, là aussi, le sang craché, c'est évidemment la maladie dont était frappé Tchekhov, qui avait une forme de tuberculose dont son frère était mort brutalement et que lui va traîner pendant plus de 15 ans sous forme d'hémoptysie. Ça nous ramène d'ailleurs au 400e anniversaire de la naissance de Molière, parce que c'est un peu la même maladie dont Molière est mort, et qui lui a valu, qui a obligé Tchekhov à voyager, à prendre une maison en Crimée. Là encore, on retrouve le théâtre des opérations actuelles, à voyager en France, en Italie, et puis finalement en Allemagne où il meurt. Tchekhov meurt le 15 juillet 1904, et le récit de sa mort, plus ou moins romancé, parce qu'il revient après, le corps revient en triomphe à Moscou, etc. Le récit de sa mort, c'est que pour la première fois, il demande un médecin, alors que comme toujours avec les médecins malades, il fallait le forcer pour qu'il accepte de consulter. Là, il demande un médecin. Le médecin allemand arrive. Il dit à sa femme, qui était une actrice, il dit « Sers-nous du champagne ». Il boit une gorgée de champagne en disant « Tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas bu de champagne ». Puis il se recouche, il se tourne sur son lit et il meurt. C'est étrange par rapport aux libations qu'on a vues hier, à ce but craché qu'on a vu plusieurs fois, parfois avec du thé, parfois avec de l'alcool. Donc hier, il y avait comme ça une sorte d'allusion à la mort de Tchekhov qui me semblait à la fois fort, tragique et quand même assez en adéquation avec l'esprit des œuvres de la fin de sa vie. Alors, que retenir de ce qu'on a vu hier ? Moi, j'ai vu hier un spectacle qui prenait Tchekhov un peu en le démultipliant dans cette vision expérimentale, qui amenait Tchekhov vers une noirceur qui est sans doute celle du metteur en scène, peut-être celle de notre époque, et qui l'éloignait peut-être de la vision ou de la volonté initiale de Tchekhov, qui était d'aller vers cette empathie envers l'homme, surtout quand il est un homme fou, la folie pouvant être seulement son statut d'artiste, ou une folie par hallucination quand on voit des moines noirs. Il voit des moines noirs, et alors ? Voilà ce que nous dit Tchekhov dans cette nouvelle. C'est mieux qu'il les voie que d'essayer de le guérir pour qu'il ne les voie plus. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour la Russie, c'est mieux pour la société. Vassili Grossman a écrit de toute l'œuvre de Tchekhov, pas seulement de cette nouvelle. Qu'a dit Tchekhov ? Que Dieu se mette au second plan, que se mettent au second plan les grandes idées progressistes, comme on les appelle. Commençons par l'homme. Soyons attentifs à l'égard de l'homme, quel qu'il soit, évêque, moujik, industriel, millionnaire ou forçat de Sakhaline. Cela s'appelle la démocratie du peuple russe, la démocratie qui n'a pas vu le jour. Et donc il fait de Tchekhov ce qu'il est, c'est-à-dire un profond penseur et poète humaniste. Et peut-être que ce que nous avons vu hier, c'est l'épuisement, l'essorage, l'annihilation de l'humanisme qu'il y a dans Tchekhov. C'est Tchekhov exporté dans un monde où l'humanisme n'est plus possible. Mais ça, c'est mon interprétation de spectateur critique. C'est peut-être pas celle d'Éric à qui je cède la parole. Alors, si tu permets, et je vais donner la parole à Éric bien sûr, juste une
remarque. J'ai beaucoup aimé dans ce que tu viens de dire, j'ai tout aimé, mais j'ai bien aimé dans ce que tu viens de dire, le fait que tu rappelles que dans la nouvelle, il y avait ce concept d'accompagnement. Parce que moi, finalement, je n'ai pas pu me défaire en lisant la nouvelle d'une autre référence qui est La nuit de décembre de Musset. Ce pauvre enfant vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère, et dont on se rend compte à la fin qu'au bout du compte, ce pauvre enfant vêtu de noir, qui sera l'adolescent vêtu de noir, puis l'adulte vêtu de noir, etc., a un nom qui s'affiche à la fin de ce long poème et à la suite d'une déception amoureuse, et que ce nom, c'est solitude. Et j'ai pas pu me défaire de cette image en lisant cette nouvelle. Et je pense que voilà, moi, c'est ce qui m'a accompagné. Et je voulais en donner ce petit témoignage. Je fais partie des gens qui sont allés au bout de la pièce hier soir, et avec une certaine satisfaction dans l'explosion des dernières scènes. Voilà. Éric. Merci. J'ai vu assez peu de personnes sortir. On est toujours très intrigué à la cour d'honneur de voir à quel point les gens restent jusqu'au bout ou pas, notamment parce que les gens qui sortent le font avec une certaine volonté non discrète, notamment de passer devant les caméras de France Télévisions pour bien montrer qu'ils n'aiment pas. Il n'y a pas eu tant que ça, et il faut reconnaître à ce spectacle une puissance dramaturgique, poétique, obscure, mais je trouve pour le coup très forte. J'ai entendu, mon oreille un peu à traîner parmi vous, et puis même en lisant 2-3 critiques ce matin, on sent que certains ont beaucoup aimé les 2 premiers numéros et ont été un petit peu perdus dans le 3 et le 4, et puis d'autres n'ont pas été convaincus par les 2 premiers et ont été saisis au bout d'un moment sur la fin. Ça s'appelle une progression dramaturgique. D'ailleurs, on ne pourrait pas aimer le 3 et le 4 s'il n'y avait pas le 1 et le 2, et inversement, et ça, je trouve que c'est magnifiquement maîtrisé de la part du metteur en scène. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup intrigué. J'ai aimé une chose, j'ai aimé me ressouvenir que ça parle d'obsession beaucoup, ce spectacle. L'obsession sans doute du metteur en scène qui épouse l'obsession de Tchekhov. Cette petite nouvelle, effectivement, vous avez parlé, Christophe, de la mouette et Oncle Vania. Au même moment, les thèmes sont exactement les mêmes. C'est des thèmes qu'on connaît très bien chez Tchekhov, l'écrivain, l'intellectuel qui revient au domaine, que ce soit des personnages féminins ou masculins. D'ailleurs, c'est vraiment un thème, le retour. D'ailleurs, c'est magnifiquement mis en scène à chaque fois quand l'ensemble des gens reviennent. On entend presque à la Julie Deliquet une espèce de grand hurrah tout d'un coup, de Lyubov qui revient, ou de Trigorine qui arrive, et on l'attend. Voilà, l'intellectuel qui revient. Le thème aussi de la nature généreuse, déjà abîmée du temps de Tchekhov. Voilà, on ne peut pas relire Oncle Vania sans se dire à quel point Tchekhov était précurseur de cette critique, où le personnage de Vania et d'Astrov s'inquiète déjà de la mise à sac de la nature par l'homme. Donc là, il y a une description effectivement de cette nature qu'il faut préserver. La Cerizay, effectivement, la peur de qu'est-ce que va devenir ce domaine, quel dernier fils pourra s'en occuper. Est-ce que si tu me fais un fils, ça deviendra le fils de la Cerizay, le dernier à être enfermé dans cette illusion encore. L'amour maladroit, il y a tellement ça chez Tchekhov, des jeunes femmes qui attendent, notamment dans Oncle Vania, la jeune femme qui était perdue d'amour, qui ne sait pas comment lui dire, et quand elle veut un aveu, l'aveu est désastreux de la part de l'homme qui dit mais en fait tu ressembles à un héron comme quand tu étais petite. Voilà, qui n'est pas du tout ce que la jeune fille attend. Tous ces thèmes-là, ils sont... Et puis le thème de « il faut travailler, mon oncle, on va travailler ». Le couple là du père et de la fille condamnée à rester pour porter dans la Cerizay. Il y a aussi je ne sais plus comment s'appelle cette jeune femme qui porte toute seule le domaine, comme Sonia aussi. Voilà, tous ces thèmes-là. Je trouve ça fascinant que l'ensemble d'une œuvre puisse finalement être à l'intérieur d'une toute petite nouvelle. Comme si en fait un auteur, quelle que soit sa prolixité, et je viens d'apprendre grâce à Christophe qu'elle était en tout cas comme novelliste extrêmement grande, que toute cette richesse ne tourne toujours
qu'autour des mêmes obsessions. Et on pourrait d'ailleurs, en regardant la pièce hier, se demander à quel point, qu'est-ce qu'a réécrit le metteur en scène par rapport à Tchekhov. On pourrait se dire qu'est-ce qui reste de Tchekhov ou pas. Moi, je me dis, 400e anniversaire de Molière, on le sait, Molière a pris des arguments qui étaient à la mode, et puis il a pris ces arguments pour en faire un spectacle qui épousait ses interrogations intimes, et puis ce qui se passait dans la société dans laquelle il vivait. Donc je trouve ça légitime, extrêmement intéressant. Ce qui m'a fasciné aussi, c'est la quadruple lecture, d'ailleurs que je n'ai pas pris, moi, comme il le décrit, comme vous l'avez décrit, Christophe, comme un point de vue différent à chaque fois. Moi, je l'ai pris comme un jour qui tombe, comme une entrée obsessionnelle, petit à petit, par des relectures dans un monde plus obscur. On a tous et toutes des bouquins qu'on a adorés et qu'on relit de temps en temps au cours de sa vie. Des fois, on en est à la 4e lecture, à la 5e, et la lecture change parce que l'épaisseur de vie qu'on a pris, la compréhension des textes que nous pouvons avoir, comment ça résonne sur l'épaisseur de cuir qu'on a gagné ou non, je trouve ça magnifiquement intéressant et je l'ai entendu comme ça. C'est comme si on me donnait l'occasion de grandir, de vieillir à l'intérieur d'une lecture. Simplement, elle est ramassée en 2h30 de théâtre, mais j'ai eu ce sentiment-là, que tout d'un coup, le sens était une chose qui m'était donnée au début. Et j'ai eu toutes ces allers-retours sur l'œuvre de Tchekhov, et puis petit à petit, le sens commençait à partir. Il y a une phrase, d'ailleurs, qui est une des phrases, je ne sais pas si elle est dans la nouvelle ou si c'est été rajouté, mais qui est une des phrases de Macha, je crois, qui explique ça à Verchinine dans Les Trois Sœurs, où en disant, il disait que leur père leur apprenait à parler italien, etc., et qu'elle dit, mais parler 3 langues, ici, c'est un luxe. Ça ne sert strictement à rien de parler 3 langues avec des gens qui n'en parlent qu'une, et à peine bien. Voilà. Donc je me suis dit, il y a 3 langues dans le spectacle, c'est un luxe. Je me suis interrogé sur cette chose-là. Pourquoi ça n'est pas en français? Alors on le sait parce que le metteur en scène n'est pas français, et puis le spectacle est écrit en Allemagne. Enfin voilà, tout ça a une raison. Mais le fait, moi, hic et nunc, je suis au théâtre, on me donne quelque chose sans savoir ce qu'il y a. Le fait qu'il y ait plein de langues me fait me dire, et qu'en plus... l'écriture est un petit peu haute, donc on s'est tous bien chauffé les cervicales hier soir. Mais je me suis dit, le sens littéraire n'est pas exactement ce qu'il y a de plus important. Et petit à petit, j'ai eu cette chose-là. Et ça m'a fortement intéressé parce que on parle beaucoup d'interdisciplinarité dans nos arts. Il y a des écoles où il faut faire de la danse en plus du chant, etc. Et là, effectivement, il y a sur le plateau ce luxe-là, pour le coup. C'est pas 3 langues, c'est 3 arts pratiquement. Il y a ces chanteurs de vêpres russes absolument, et chanteuses absolument magnifiques. Ces danseurs absolument magnifiques. Et une fois qu'on a ça, c'est comme les cuisiniers. C'est pas parce qu'on a les ingrédients qu'on arrive à faire de la bonne cuisine. Là, pour le théâtre, c'est strictement la même chose. J'ai trouvé que le mélange qui était le sien était absolument fascinant. Moi, et donc j'ai pris l'ensemble de ces 4 séquences comme une entrée, comme si ce metteur en scène voulait m'expliquer ce que ça pouvait être de voir quelqu'un rentrer dans la folie, ou ce que ça pouvait être pour soi de devenir fou. Comme si petit à petit, les sens qui sont les sens communs s'échappent petit à petit, la langue devient une langue qui n'a plus d'autre chose que l'importance de sa sonorité, parce qu'au bout d'un moment, comme nous connaissions l'histoire, on allait un peu moins regarder au-dessus. Donc ce qui nous importait, ce n'était pas forcément ça, c'était la qualité. En plus, la qualité était portée par d'autres acteurs. Donc leur manière de porter le texte, leur manière d'être extrême dans le jeu, ces acteurs sont toujours extrêmement impressionnants. Je ne me départirai jamais, moi, acteur français, de cette admiration sans borne et en même temps étrangeté, parce que j'ai tellement l'impression de ne pas avoir été nourri au même blé que je ne sais pas du tout comment je pourrais rejoindre ça, mais cette expression incroyablement forte, vocale, physique, vorace, jusqu'à des limites où on se demande comment ils peuvent jouer le lendemain.
D'abord, on se dit, ah ben, ils ont des HF, mais en fait, ils se foutent éperdument des HF. C'est-à-dire qu'ils explosent les HF. Je ne sais pas comment font les techniciens pour essayer de garder une mesure tellement ça va fort. Entre leur culture et la demande du metteur en scène, ça, je ne sais pas. Et puis le thème de la folie aussi. Mais j'ai eu l'impression que petit à petit, le metteur en scène me donnait l'occasion d'ôter des calques sur ce que nous appelons la normalité. C'est le thème de la pièce aussi. Le personnage parle des arbustes qui, eux, ne craignent ni le vent ni le gel parce qu'ils sont tellement communément accrochés et qu'ils ne veulent rien dépasser, une espèce de tribu de même niveau comme ça, et qui seraient nous, les gens normaux, en tout cas accrochés à la normalité, et puis les tiges, les excroissances qui sont à l'abri de rien et qui peuvent être... comme dans la fable de La Fontaine, pliés ou brisés parce que rien ne les entoure et qui serait la folie. J'ai eu le sentiment que ce metteur en scène-là parlait, et sans doute aussi, c'est en ça que je rejoins l'argument et de Molière qui s'en empare pour se raconter lui-même, j'ai l'impression que oui, il y a sans doute quelque chose de tchécovien au départ qui prend des noirceurs inaccoutumées, qui sont peut-être pas d'origine, mais qui passent à travers son principe à lui. C'est pour moi un spectacle, c'est une notion pas facile, mais on lui colle une image forcément extrêmement politique à ce metteur en scène, étant donné qu'il est résistant à Poutine, étant donné qu'il était en résidence surveillée pendant des années pour être accusé d'avoir spolié de l'argent de subvention, etc. On connaît toute cette histoire-là, on sait aussi pourquoi Olivier Py le fait venir et lui donne la cour d'honneur. Tout ça, évidemment, au milieu du conflit que nous connaissons. Et ce que je trouve très très beau, c'est qu'il ne parle pas de ça. Alors, il y a la projection à la fin sur le mur, mais sinon, il parle d'une chose. D'ailleurs, il le dit, je crois, dans le petit feuillet qu'on a, que son théâtre n'est pas politique, parce que la politique, de toute façon, ne s'occupe pas de l'humain. Donc ça ne l'intéresse pas, et c'est vrai que la matière qu'il travaille est l'humain. Et ce qui m'intéresse profondément, je suis allé voir ce matin un autre spectacle qui était très bien aussi, qui était dans le off. Alors dans le off, on peut faire un peu moins de décor que dans le in. Il y a un peu moins de temps de mise et de démise des spectacles. Mais je vais beaucoup au théâtre et je vois beaucoup une jeune génération pour qui les thèmes des spectacles sont un impératif absolu. Voilà, donc on parle de thèmes sociétaux que cette génération porte avec courage et avec obsession sur les violences, sur la parité, sur la politique, sur la démocratie, sur énormément de choses. Et je vois très souvent qu'il y a quelquefois comment dire ça, peut-être une croyance dans le fait que si le thème est vertueux, théâtre, il y aura. Ce qui n'est pas le cas. Le théâtre, des fois, se fait sur un argument qui ne veut rien dire. Et puis, de temps en temps, des spectacles qui sont très vertueux sur le thème peuvent être absolument ratés et d'un ennui absolument infini. Donc, je suis très heureux de voir à la Cour d'honneur, là, un metteur en scène qui travaille quelque chose qui est de l'ordre de notre obscur, de l'ordre du grand jadis, chez Pascal Quignard, ou ce qui nous échappe au-delà même de nos conditions, donc ce qui est de la norme sociale ou de ce qui est de nos possibilités d'échappement ou d'origine qu'on peut nommer la folie et qui pourrait se nommer, enfin, on sait souvent à quel point certains génies avaient des comportements et des conformations très très bizarres, et c'est pour ça que c'était des génies et d'immenses découvreurs mathématiciens ou musiciens, etc. De temps en temps, ce qui est décrit comme un défaut devient une œuvre d'art absolument extraordinaire ou un point de vue scientifique que personne ne voyait. J'ai été très, très intéressé par ça. Et alors j'ai lu évidemment beaucoup de choses autour, et de temps en temps, ce serait un peu ma petite critique, mais il faut toujours qu'on parle, nous le faisons. Très souvent, on fait des grandes déclarations sur le théâtre. Je trouve que ce spectacle-là, c'est pas facile d'en parler. Et je suis très heureux que ça ne soit pas facile d'en parler, parce qu'on ne peut pas dire que c'est réussi, on ne peut pas dire que c'est raté, parce que c'est un peu
hors norme. J'ai eu quelquefois même l'impression que, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais le Festival d'Avignon, il y a quelques temps, il y avait évidemment le grand spectacle de la cour d'honneur en ouverture, puis ensuite de la danse. Et j'ai eu l'impression, au bout d'un moment, que les deux se mélangeaient, qu'on était dans un agenda transitoire entre les deux, et que oui, c'était fort, hein, ces danseurs. Ce qui était très fort aussi, c'est qu'on n'avait pas l'impression qu'ils les faisaient danser parce qu'ils les avaient, à quel point la danse et le chant faisaient partie d'une narration, d'une maîtrise absolue, alors qu'il n'est pas facile de le décrire dans une dramaturgie. C'est juste pour moi réussi, c'est ce que j'appelle des mondes constitués. Je vois en face de moi une autorité de narration, une autorité dramaturgique, une autorité de jeu, où je ne peux pas dire comment c'est fait, je n'arrive pas à comprendre comment c'est fait, je ne peux que reconnaître que oui, c'est puissant. Il me semble que cette puissance-là fait que la plupart des gens sont restés. Je demandais à Christophe tout à l'heure quel était ce spectacle, et c'était l'Antigone de Japon. Voilà, absolument. Peut-être vous vous en souvenez, il y avait un lac noir, hein, voilà, avec des danseurs, les derviches, des moines noirs à la fin, le buto, tous ces mouvements, etc. On a eu l'impression, voilà, il y a eu pas mal de choses. Et je trouve ça aussi toujours très beau. Merci de ce rendez-vous, d'ailleurs, chaque année au festival. On n'est pas toujours aussi opiniâtre, il faut de temps en temps avoir l'excuse d'une série, mais il y a tellement de choses. J'ai vu des rapports aux damnés aussi. Alors je ne le dis pas du tout comme un soupçon de plagiat, mais vraiment absolument pas, mais c'est presque comment est-ce qu'on fait dans cette cour d'honneur pour faire théâtre. Et c'est rarement simple. Là, je trouve que plastiquement, c'est assez extraordinaire ce qu'il fait. Pourtant, on sait, hein, on a déjà vu des grands volumes, des grands ronds, des grands triangles, etc. On a déjà vu évidemment de la vidéo projetée sur le mur. Ça commence dans une sorte de petite paupérisation. On se dit, tiens, cette petite cabane, on a l'impression des trois petits cochons, et vu le Mistral, on s'est dit, oulala, c'est la cabane en paille, est-ce qu'elle va rester jusqu'à la fin, quoi. Et puis finalement, ça s'enrichit, il y a une maîtrise plastique, et ce qui est admirable d'ailleurs, parce que quand je me suis surpris à regarder où étaient les sources lumineuses, je me suis surpris à me dire, tiens, il y a le geste de lumière n'est pas aussi, généralement, il y a toujours des grandes choses, des grands effets lumineux. Là, pour le coup, tout était assez discret, et en même temps, le cumul de ces discrétions donnait le sentiment d'une maîtrise. Et pour moi, c'est un des spectacles les plus réussis plastiquement dans la cour d'honneur, dans la pensée même. Et toute la fin, c'est vrai que c'est magnifique. Il doit le savoir, nous le savons, on l'a oublié, mais on dit c'est une messe du théâtre à Avignon, on n'oublie jamais quand même que ce fut un palais religieux. Il y a l'architecture, les ogives, enfin inconsciemment on sait comment ça procède. Toute la fin, cette cosmologie, cette chose aussi orthodoxe que pas orthodoxe, justement, je l'ai trouvée magnifique. Il y a eu des moments où tout d'un coup on se disait, tiens, la cour d'honneur est absolument trouvée. Comme des images d'évidence, comme les jouets des enfants où le triangle doit aller dans le triangle, le carré dans le carré, le rond dans le rond. Là, tout d'un coup, il y avait une cohérence absolue qui est sans doute la grande intelligence et le grand savoir. C'est peut-être pour ça qu'on le décrit comme un maître. Moi, je le connais très très peu, donc j'ai vu peu de choses de lui, donc je ne peux pas l'infirmer ou le confirmer, mais ce spectacle m'a vraiment fortement intéressé pour ça. Ensuite, les gens de théâtre font toujours trop de déclarations, je trouve, mais comme il dit à un moment que le théâtre... qu'il s'agit de mettre simplement en scène des figurines et de les observer de loin dans une distance avec le public ne l'intéresse pas du tout, et que lui fait un théâtre où il abolit cette distance. Là, pour le coup, je n'ai pas été face à ça. J'ai toujours eu l'impression d'être dans la cour d'honneur en tant que public et de m'intéresser à un spectacle profond et très réussi et obscur et pas toujours explicable, mais tout ce que nous avons vu, on l'a déjà vu. C'était très brechtien à certains moments. J'avais plein, quand je parlais des damnés, le son du saxophone au début de la cour, juste après
les oiseaux habituels et leur chant dans les cours d'honneur. Le début était exactement le même et ça m'a intéressé l'oreille immédiatement. La nudité du jeune homme qui se peint et la nudité de Martin dans la pièce des damnés qui se remettait de la cendre dessus. Voilà, j'ai eu plein de références comme ça. Et j'ai eu un jour la définition pour moi d'un maître de théâtre. Il y en a plein, mais je l'ai compris pour moi le jour où j'ai vu un spectacle de Lars Noren au Théâtre du Vieux-Colombier, Pur, qui était l'histoire, comme très souvent chez Lars Noren, d'un jeune couple qui vient voir les parents et les beaux-parents dans un décor qui pouvait presque être celui d'une pièce de théâtre privé, c'est-à-dire avec une fenêtre, une porte, un canapé, enfin, un espace unique comme ça. J'avais déjà vu tous les éléments, mais la manière dont ces éléments se plaçaient dramaturgiquement, je ne l'avais jamais vu. Et je me suis dit, tiens, mais alors c'est peut-être ça, un maître de théâtre, c'est celui qui réussit à faire une construction avec des éléments déjà connus que nous n'avons encore jamais vus ou qui atteint à une espèce d'équilibre absolument magnifique. J'ai eu à plein de moments hier soir ce sentiment-là, et j'aime toujours lorsque le théâtre ne fait pas appel qu'à notre intelligence, lorsque le théâtre fait appel à des perceptions que nous pouvons avoir de notre propre obscurité ou de celle qui nous est présentée, et le fait qu'on arrive quand même curieusement à naviguer pas mal dans ces choses que nous ne sommes pas censés connaître, mais qui résonnent beaucoup en nous. Merci Eric. Là aussi, juste pour dire un mot sur quelque chose auquel je viens d'être particulièrement sensible dans ce que tu viens de dire. Moi, c'est vrai que hier, j'ai été extrêmement sensible à l'occupation de l'espace et à sa dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le fait qu'il y a une architecture de l'espace qui était visible, mais à son évolution, à la façon dont elle adoptait et le rythme de la pièce et la dramaturgie. Et ça, personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit et j'ai aimé que tu le soulignes. Voilà, maintenant, à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vous passer des micros. Donc, question, qui? Ah, Jacques. Ah non, pardon, Yves. Peut-être, non, merci. Plusieurs choses. Tout d'abord, bien sûr, la fascination de la dernière heure. La fascination, c'est vraiment, je sais pas, mes références en ballet, c'est le lac des Cygnes, tu comprends. Alors là, ça change un peu. Mais c'était vraiment prodigieux. Et ça, malgré le fait que j'avais besoin d'aller aux toilettes, ce qui me surprit un petit peu, mais c'était long, là. Alors, mais c'était magnifique, magnifique. Le théâtre vivant. Voilà, mais absolument. Alors, sur les premières parties, j'étais déchiré en permanence. Envie de lire ce texte, parce qu'il y a des mots qui sont splendides dans le texte. Et puis en même temps, il ne fallait pas que je paye. Je ne vois plus cette mise en scène fabuleuse. Alors j'étais déchiré, il y avait toujours la moitié du truc qui me manquait. Et c'était un petit peu difficile pour ça. Je dois dire qu'à la limite, on aurait fait, Jean-Pierre, tu aurais fait cette rencontre avant qu'on voit la pièce. Peut-être qu'effectivement, j'aurais moins regardé les sous-titres, les surtitres. Et sinon, dès que je regardais là, j'avais envie de regarder la scène. Puis après ça, j'étais jamais aux deux endroits en même temps. Et alors je me disais, mais il m'aurait fait ça en français, ça aurait quand même été mieux. J'avais pas besoin de lire les surtitres. Ça, la première question, c'est pourquoi vous avez gardé cette idée des trois langues. Il n'y en avait aucune qui me bottait beaucoup. En même temps, c'était le mystère. Il y avait un peu plus de mystère grâce à ça. Donc j'ai passé une très bonne soirée, déconcerté au début, frustré. Il fallait que je renonce à la moitié des choses. Et ça m'a un petit peu gêné. C'est peut-être volontaire. Alors évidemment, quand on voit comment ça s'est terminé, alors là aussi, on commence à comprendre. Là, comme il n'y a plus de texte, enfin. Alors, moi, il m'étonne beaucoup que ce metteur en scène qui a l'air tellement précis, à qui manifestement peu de choses échappent, ait demandé à ce que les surtitres soient aussi hauts. On était, en plus, là où on était placé, on n'était pas totalement en bas, donc on était
médian, peut-être pour la projection, j'en sais rien, mais c'est très curieux. Et comme il maîtrise tout, il me semble qu'il y a une certaine volonté, de nous mettre cette difficulté-là pour que nous lâchions au bout d'un moment. Voilà, si tu me dis qu'il l'a fait exprès, alors j'ai été pour spectateur, parce que je me suis dit quand même, il me frustre. Je ne le sais pas, mais j'ai eu cette frustration, et puis au bout d'un moment, je l'ai oublié. Merci. Autre ? Jacques ? Alors... Non, d'abord, je voudrais faire une parenthèse. Je trouve que l'image qui ouvre votre petit dépliant sur ce séminaire, sur ce colloque, est tout à fait intéressante. Je félicite Frédéric Bruno de l'avoir trouvée. Elle représente l'image de la troupe du TNP dans les années 60, au moment où elle était le plus poétique. Mais il manque quelqu'un sur cette image, c'est l'administrateur. Et là, je m'adresse à l'IGS aussi, parce que je pense qu'il y aurait un sujet merveilleux pour un mémoire, pour une thèse, sur ce monsieur qui s'appelait Jean Rouvet. Villard lui doit énormément. Et c'est lui qui a inventé avec Villard, et le dialogue entre l'artiste et le géomètre, et l'architecte, est extraordinaire. Et alors juste pour ne pas faire trop longtemps sur Jean Rouvet, que vous ne connaissez pas ou peu, c'est dire que son assistante m'a signalé un jour que c'était un tyran. Ce type se levait le premier, se couchait le dernier. Dans les 8 ou 9 ans qu'il a co-dirigé le théâtre de Chaillot et Avignon, il n'y a pas eu un arrêt de travail. Les gens étaient totalement dévoués à la cause. Voilà. Y compris les ouvreuses qui refusaient le pourboire. Il y avait une fierté à refuser le pourboire. Nous, ici au TNP, nous n'avons pas de pourboire. Nous avons des salaires, etc., etc. Et je crois que là, c'est vraiment l'hommage que vous avez rendu à Rouvet et à cette équipe était essentiel pour cette édition. Maintenant, pour parler de ce que j'ai entendu, je suis très partagé, parce que je vous trouve... moi, je suis comme Victor Hugo, je suis très bête. Et je trouve que le commentaire est supérieur à l'œuvre. Voilà, en un mot. Je me souviens de ce que disait Brooke, l'ennemi du théâtre, c'est l'ennui. Au bout de 5 minutes, je ne comprends rien. Je suis peut-être un peu là, un peu fatigué. Je suis content d'être dans la cour d'honneur. Je ne comprends rien. À la place où je suis, je me dis, mais alors les gens qui sont encore pires que moi, qui n'aiment pas le théâtre, qui viennent ici pour la première fois, ils vont faire comment ? Ils vont faire comment ? Voilà, c'est un truc entre vous. C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Alors, ma critique est idéologique. Elle n'est pas esthétique. Le spectacle est très beau. Et je l'ai vu. Et je ne suis pas parti, pour tout vous dire. Et j'ai même eu des moments où je me suis dit, c'est assez beau. En particulier, j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, d'aller faire, au titre d'une exposition qu'on faisait sur Tchekhov à la maison Jean Villard, d'aller visiter la maison de Melikovo, qui est la datcha de Tchekhov. Et j'ai trouvé très juste les 3 cabanes, avec tous ces cerfs qui sont là au milieu, là on dirait un Chagall, hein, avec le violon, tout ça. Ça c'est très juste, parce que Tchekhov écrivait toute la journée, tout en soignant des quantités de moujik. La nouvelle des moujik est extraordinaire, je rends évidemment, on est tout à fait d'accord mon cher Christophe. Et ça, il y a des choses là que seul un Russe pouvait trouver. Je pense que nous n'aurions pas inventé cette tribalité-là, tous ces gens qui sont autour. Mais, alors, après, Christophe, tu as dit qu'il a été contesté pour son œuvre théâtrale, mais lui-même contestait, non pas son œuvre théâtrale, mais la façon dont elle était présentée. Tu te souviens sûrement, qu'il a dit à Stanislavski, mais ce que je fais n'est pas la vie telle qu'elle est, c'est la vie telle qu'on la rêve. Et là, il y avait une grosse différence entre la façon de Stanislavski de monter de façon réaliste. Il y avait des cris de chien, des vrais cris de bébé, tout ça, qui énervaient totalement Tchekhov, qui restait dans une atmosphère beaucoup plus laconique. Et sur le laconisme, est-ce que mon ami Pascal Horry est toujours là pour nous rappeler le laconisme de... Alors, répète-nous le Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Et Tchekhov était un grand pêcheur. Hein, il aimait pêcher. Et un jour, il va mettre ses gaules devant un étang. Et il y a un moujik qui passe et qui dit « Mais docteur, il n'y a pas de poisson là ». Et il répond « Là n'est pas la question ».
Alors, cette vastitude, je ne l'ai pas vue hier soir, quoi, voilà, pour tout vous dire, mais c'est extraordinaire. Et puis vous avez parlé à l'instant, sans aller plus loin dans les détails, cet arbuste et ce gel et tout ça, qui est traduit par ce nuage qui revient toute la... C'est insupportable, mais bon, ça c'est moi qui le dis. Bon, il a trouvé le nuage, alors il fait le nuage. Bon, non. Trop de mise en scène, trop de richesse. Adorno disait des symphonies de Mahler que c'était de la musique de riches, voire de très riches, comme aurait dit Hollande. Je trouvais qu'hier soir, il y avait quelque chose de ça. Et que retour à la frugalité, mon ami Eric a parlé du off à l'instant, je comprends pourquoi le public aime bien aller dans le off, parce qu'il retrouve la frugalité. Merci. Si je peux... Juste quelques mots pour amortir. Non, moi j'ai eu exactement le même sentiment d'inconfort dans le premier volet. Je me suis dit, oh là là, la soirée va être longue. Je trouvais cette première version cacophonique, agressive, et pour tout dire, mais c'est peut-être un peu caricatural, un peu trop germanique. Et je me suis dit, waouh, 2h30 comme ça va être long. Mais j'ai compris cette volonté cacophonique et agressive quand j'ai vu par la suite l'humanité nostalgique, douloureuse de la version Tania, et puis tout doucement l'arrivée d'un certain mysticisme. Ce sont les mêmes qui font les moujiks en anorak, qui font du bruit dans les serres avec un mauvais piano, un mauvais violon pendant tout ce premier acte qui est insupportable, et qui à la fin nous offrent ce déroulé voluptueux, cette mélopée des derviches tourneurs et des pop à la fin. Ce sont les mêmes artistes qui vont d'un état chaotique et en effet assez pénible jusqu'à cette forme d'harmonie. D'ailleurs, on commence avec un petit accompagnement vidéo filmé avec un téléphone portable ou un assimilé sur de mauvais écrans, et on termine par une cosmogonie avec les planètes, les étoiles et des choses. Donc j'ai trouvé qu'il arrivait à déployer tout doucement et à atteindre une forme de sérénité, en tout cas d'esthétique plus accommodante, en étant partie de quelque chose de très inconfortable. Donc ce chemin qui nous fait passer d'un moment très inconfortable à quelque chose de plus moelleux, en tout cas de plus enivrant, j'en comprends la logique. Pourquoi faut-il forcément commencer pour qu'au bout d'un quart d'heure, les gens se disent « Ah, on est bien là. Ah, on est bien, ouais, pourvu que ça dure longtemps. » Je trouve ça pas idiot de nous avoir malmenés en nous disant « Mais soyez patients, vous verrez, c'est un long chemin. » Même si je constate qu'en effet, ces premières 20 minutes sont extrêmement pénibles. Mais encore une fois, si on se dit qu'on est dans la vision d'un mariage raté, d'une succession ratée, d'une catastrophe, dans la tête de ce père qui est un homme d'affaires vitupérant, qui maltraite ses employés, qui se maltraite lui-même, qui maltraite ses enfants, ça prend un sens. Dans la tête de cet homme, c'est bruyant et agressif comme ça l'était dans la cour d'honneur au début. C'est plus du tout la même chose quand on se retrouve à accompagner à la fin le moine noir démultiplié. La tempête, il y en a, les cerfs ont été brinque-ballés par cette tornade des moines noirs. Mais eux, ils nous apportent d'un seul coup tout l'univers, toute la transcendance et l'idée de la vie éternelle. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant cette version-là. Un mot sur les arbres. On en parle tout le temps, on ne les voit jamais. On ne voit qu'un arbuste famélique, en faux bois ou en fer, qui finit par cramer, arrosé de bitume ou je ne sais quoi. Donc voilà. Or, dans la nouvelle, les descriptions de cette nature prodigieuse et généreuse, en fruits, en seigle, c'est important. Et ça, j'ai trouvé ça curieux, cette volonté de minéraliser, de détruire complètement ce dont on nous parle tout le temps, c'est-à-dire des arbres féconds. Pourquoi cela ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est cette vision sombre ? Est-ce qu'il y a, de la même manière que, selon moi, Serebrennikov épuise, détruit et met en poussière l'humanisme de Tchekhov, comme s'il s'agissait de tuer l'espoir, alors que Tchekhov porte cet espoir un jour d'une société humaine. Est-ce qu'il a dénaturalisé complètement, rasé tous les arbres de son plateau, comme si on était après la fin de la cerisier, quand le bruit de la hache a tout fait tomber par terre ? J'y vois plus son pessimisme à lui et son goût de la claustrophobie, de l'enfermement et d'une certaine vision apocalyptique, plutôt que la pièce, que le texte. Je veux bien, Jacques. T'es un peu dur sur la richesse du plateau, parce que même si effectivement savoir que tout ce plastique est changé tous les jours, on se dit ça va pas totalement dans le bon sens cette chose-là, ça c'est sûr, mais bon, sinon c'est pas non plus des choses extrêmes. Sur la compréhension, il me semble qu'il y a quelque chose de très volontaire. Pourquoi 3 langues ?
Alors Christophe a donné sa version qui tient plus que debout. Moi j'ai l'impression, ça ne peut pas être non plus, je suis en Allemagne, donc on m'impose d'avoir un acteur allemand, mais on m'a quand même permis d'avoir un copain qui parle russe, et puis voilà, c'est peut-être une histoire comme ça. Moi j'ai l'impression que il fait appel à une autre compréhension et il essaie de nous épuiser de notre compréhension naturelle le plus vite possible. Ce qui pouvait des fois nous arriver dans les spectacles de régie ou d'autres où on savait qu'on devait passer un crible de difficultés pour basculer dans autre chose, enfin lâcher, ce qui est généralement le cadre que nous attendons. Et tout d'un coup, quand on est décadré, on a goût à autre chose. Et il me semble que le fait qu'il y ait 3 langues, que la compréhension soit un petit peu difficile, est une volonté. Il était arrivé sans doute, Jacques, de voir des spectacles non surtitrés en langue étrangère. J'ai vu une Marie Stuart en flamand, et mais c'était assez passionnant, ça durait très, très longtemps. Et ce que j'ai compris du spectacle, simplement par le biais des acteurs, par le biais de la scénographie, par le biais de ce qui se passait entre eux, était une chose qui m'a assez fasciné. Et j'ai eu l'impression que j'étais un peu convoqué très, très doucement, au bout d'un moment, comme une entrée, comme si je lâchais mes oripeaux de compréhension habituels pour arriver dans une chose plus grande. Et il me semble que ça, c'est très maîtrisé de sa part. Les dialogues amoureux entre Andreï et Tania n'ont pas du tout la même sonorité et la même sentimentalité en allemand, en russe et en anglais. L'anglais donne l'impression d'être un dandy, dragueur, séducteur. Le russe a une sorte de... C'est son cœur qui est mis à nu, quoi. Il se déballe complètement. Et l'allemand, on ne comprend pas pourquoi elle en tombe amoureuse. Hein, donc... J'ai trouvé que de ce côté-là, ça nous emmenait dans 3 rapports de l'homme à la femme sur cette histoire d'amour qui n'a pas de, même dans la nouvelle, qui n'a absolument pas de tenue. Et évidemment, il ne va pas l'épouser, puis à la suite d'une promenade nocturne, et parce qu'il a le moine en tête, ah bah tiens, je l'épouse, ça prenait un sens. Et donc sur ce non-sens de ce mariage, j'ai trouvé que la compilation des 3 langues nous donnait 3 sentimentalités différentes, où il y avait quasiment tout le théâtre de ces 3 langues qui était contenu. Moi, je voulais juste faire un petit témoignage sur la façon dont j'avais vécu la pièce d'hier. Au début, j'ai cherché à comprendre. Et puis, je me suis posé assez vite la question, j'aime pas, j'aime pas, et je ne savais pas répondre. Il y avait des choses que j'adorais, il y avait des choses que je détestais. Surtout au début, je trouvais que c'était violent, je trouvais que c'était agressif, ça hurlait, ça criait. Et pourtant, je suis restée, et de plus en plus, j'ai aimé. Et notamment, j'ai aimé la place dans la nature. J'ai aimé... justement qu'on ne nous montre pas l'arbre, mais qu'on nous laisse deviner l'arbre, qu'on nous laisse voir la nature, qu'on nous laisse voir la puissance des étoiles, qu'on nous laisse voir... Voilà. C'est cet imaginaire, je ne sais pas, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, je me suis dit finalement le fait d'avoir cette difficulté de compréhension, de se dire il y a tellement de choses entre le son, la danse, les langues, les jeux des acteurs, qui nous perturbent qu'à la fin, il a été chercher, en tout cas à moi, mon émotion. Et il a trouvé mon émotion. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, compléments? Monsieur Prudhomme. Oui, bon, bonjour. Moi, si je me raccroche à un de vos propos, c'était le mysticisme dont vous avez fait état. Il me semble que dans la deuxième partie de la pièce, il y a beaucoup d'éléments liés à une forme d'irrationalité quelque part. C'est-à-dire que ces moines, on pourrait dire, qui mènent des messes noires, que le symbole sur la façade, c'est un peu chamanique, bon, etc., etc. Donc il y a une forme d'irrationalité, vous l'avez dit sur Tchekhov, mais ça pourrait renvoyer à d'autres. En 1920, il y avait cette question de la modernité qui écrase l'homme, bon, etc. On voit ce que ça a donné d'ailleurs après. Hein. Mais la question c'est... et sur les incrustations vidéo aussi, parce qu'on avait déjà vu beaucoup de vidéos combinées au théâtre jusque-là. Moi, ça m'a rappelé en fait un autre Russe qui vivait à Berlin, qui était Dziga Vertov, avec l'œil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qui était cette innovation du théâtre, du cinéma en 1917. Et en fait, moi, ça m'a donné l'impression qu'il y avait une forme de combat entre l'irrationalité dans cette pièce
et puis la dureté de la vie, quoi, quelque part. Hein. Donc voilà. Mais je ne sais pas si ça rencontre votre propos ou pas. Oui, en tout cas, c'est le cœur de la réflexion de Tchekhov dans la nouvelle. Hein. C'est est-ce que ce qui est irrationnel, jusqu'à être considéré comme une maladie mentale, est mauvais, est négatif, est nuisible? Lui, il répond d'évidence non, pourvu que ça cristallise, que ça catalyse un génie artistique, un génie littéraire ou une pensée humaine qui d'un seul coup est transcendée. On a beaucoup rapproché certaines de ces nouvelles de l'inspiration Maupassant. C'est vrai pour tout un univers paysan, tout un univers rural, et puis la face sombre de l'homme. Mais là, il y a un Tchekhov qui est d'évidence, un Tchekhov qui annonce les réflexions du XXe siècle, c'est-à-dire la psychanalyse. C'est-à-dire ce que nous avons dans notre subconscient qui nous téléguide, nous déforme, nous crée des névroses ou des psychoses, vivons avec. Vivons avec, c'est aussi ce qui fait un Baudelaire, un Van Gogh et bien d'autres. Et ce message-là, je trouve qu'il passe très très fortement dans la nouvelle. Je le trouve un peu écrasé dans la vision du metteur en scène hier, parce qu'à aucun moment je n'ai vu de fou heureux dans cette pièce. Par exemple, quand le premier Andreï, le blond, le père lui dit « J'aimerais bien que tu épouses ma fille. Enfin, tu es le seul avec lequel je n'aurais pas peur si tu épousais ma fille. » Le rire dans lequel il part, qui devient un numéro où il se roule par terre, c'en est agaçant, on a d'évidence là une démence douloureuse, torturée, mal vécue. Alors que je pense qu'il y a profondément dans la pensée de Tchekhov, dans la vision de Tchekhov, l'idée du fou heureux, du fou grandi, du fou transcendé, que la société veut ramener dans les cadres de la raison, elle le brise et elle se brise elle-même. Voilà. Et ça, je l'ai pas entendu hier. Il y avait juste une chose sur la première partie, puisque finalement, on est beaucoup à y faire référence. Il y avait un côté dans cette première partie qui me fait penser à Kusturica. Peut-être que c'est bizarre, mais il y avait un côté clic-foutraque qui me paraissait très intéressant. Dans le foutraque, il y a une maîtrise que vous avez dû ressentir, mais moi qui suis du métier, c'est d'une préparation et d'une construction. L'enchaînement, évidemment, du son et de la vidéo, mais l'enchaînement entre eux, l'écoute qu'ils ont d'une cabane à l'autre pour justement créer ce foutraque, l'impression de cette chose qui est presque trop riche et d'une construction totalement maîtrisée pour le coup. À tel point que c'est maîtrisé qu'ils en arrivent à gérer les fermetures, ouvertures de portes à cause du Mistral, etc. Se rajoute un personnage mais qui ne les dérange pas du tout, ils s'en amusent tellement, c'est réglé comme du papier à musique. C'est en ça que je trouve ça assez admirable, la maîtrise narrative de son spectacle jusqu'à la fin, comme une espèce de rentrée sous l'eau, comme ça, totalement décidé. Jean-Marie. Oui, juste simplement, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit sur l'analyse que vous avez faite et sur les émotions que j'ai ressenties. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'il y a une de plus en plus grande... Tu as parlé de la porosité avec la danse, moi je dirais avec l'opéra. Il semble effectivement maintenant que l'ensemble des metteurs en scène veulent faire l'œuvre d'art total. Plastique, art plastique, c'était magnifique hier. Du plastique, il y en avait, oui. Ah oui, du plastique jetable. Du plastique, des arts plastiques, de la danse, les mouvements de scène. Bon, Eric, qui connaît très bien le monde de l'opéra, on sent bien qu'il y a à la fois une tendance que je trouve absolument magnifique de vouloir créer un monde, de vouloir créer un monde total avec de la philo, avec de l'esthétique, de la politique, etc. En même temps, un risque potentiel de lourdeur. Je pense qu'il ne faut pas se l'en cacher. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut à la fois aimer Malheur et Scarlatti, comme on peut aimer les spectacles du Hoff et ceux du In. Je pense qu'on a le droit. Mais néanmoins, je pense que le spectacle, en ce sens-là, c'est plus trop du Tchekhov. J'avais lu la nouvelle, etc. C'est du Serebrennikov. Et je pense que ça se respecte. Ça se respecte. C'est une œuvre d'art monde. Et je pense que c'est parfaitement adapté à la Cour d'honneur. Je ne sais pas ce que ça donnerait ailleurs. Bon, on a vu plusieurs spectacles à la Cour d'honneur qui étaient loupés. Bon, l'année dernière, on était voir La Cerisée, qui n'est absolument pas adaptée à la Cour d'honneur. Enfin, c'était dramatique. Mais je pense qu'effectivement, le lieu, les damnés, tu as fait allusion aux damnés, cet endroit absolument magique nécessite des spectacles hors normes. Là, on a assisté hier à un spectacle complètement hors normes, parce que c'est un spectacle monde, c'est un spectacle qui englobe quasiment tout. Alors après, il n'est pas parfait, il y a tout un tas de choses contestables, ça mérite d'être vu. Et puis merci de vos analyses, et je ne partage pas du tout le point de vue. Je préfère avoir les analyses après plutôt qu'avant. Ça permet quand même d'être frais et d'être naïf vis-à-vis de l'œuvre, même si on a pu lire quelques critiques. Et on serait très embêté avec Christophe de devoir les dire avant. Oui, mais je sais que vous en êtes capables. Vous en êtes capables tous les deux.
Et merci à vous de rendre hommage à la façon dont je conçois le programme. Autrement. Peut-être. Encore deux petits mots, si vous permettez. Je reviens sur une chose, Christophe, que tu disais, sur ce personnage du vieux, en fait, que tu qualifies, en tout cas, dans la version sébrénikovienne, d'une sorte d'âpreté des affaires, etc., et de colère, et que j'ai pas du tout ressenti dans la nouvelle. Où dans la nouvelle, on a quelqu'un qui, quand il parle des greffes, des tiges, des demi-tiges, des arbustes, etc. Mais il s'énerve contre celui qui a attaché un cheval et qui a détruit son arbre. Mais il y a un amour, enfin un amour de la nature dont je pense qu'il ne transparaissait pas hier dans la façon dont le personnage était présenté. Juste une autre chose, on a beaucoup évoqué les trois langues. Et moi, ce qui m'a frappé, alors c'est peut-être mon oreille qui à ce moment-là a flanché, mais dans le texte de Sebrenikov, à un moment, il doit y avoir 3 ou 4 répliques dont il est indiqué qu'elles sont en arabe. Et là, je ne sais pas si, dans ce que nous avons entendu hier, il y avait effectivement à un moment donné cette référence.